Bon, de quel athlète qui est sorti de sa retraite cette semaine vous voulez parler? De Mike Tyson. Ah ah! Là, il y a Lindsey Vonn hier aussi, mais je m'en allais, c'était juste un prétexte. Je m'en allais. C'est directement là que je m'en allais. Mais on peut parler de Lindsey Vonn aussi. Ben, je pense qu'elle peut bien faire ce qu'elle veut. Là. Je pense que c'est aussi dangereux pour elle que ça l'est pour Mike Tyson. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Elle est pas mal rapiécée, Lindsey. C'est pas juste l'âge. Hein? Non. Elle a subi multiples interventions au genou, blessures sérieuses. Puis là, comme ça, à 40 ans, je retourne sur le cercle blanc. C'est vrai que c'est dangereux. C'est un métier très dangereux. Non, t'as raison. Elle a eu 40 ans le mois dernier. C'est pas... Mais, il y a des athlètes qui meurent en pratiquant ce sport-là. Ben, des deux sports dont on va parler visiblement, parce que Mike, lui, il a 58. Oui. Presque 60 ans. Non, mais Puis il faut pas lui demander qu'est-ce qu'il pense de son héritage. Parce que je sais pas s'il y a une vidéo qui circule où il répondait aux questions d'une petite fille qui l'interviewait tout à fait innocemment. Puis là, il s'est lancé dans une diatribe où finalement, il est devenu philosophe. Finalement, il a répondu grosso modo, nous ne sommes que poussière. Ah. Puis, notre héritage ne signifie rien. Puis il est devenu super sombre. Puis, la petite fille était là, OK. Là, oublie ça, là, t'es pas en train, t'es pas... On cherchait considère la personne qui te pose la question, puis ajuste la réponse en conséquence, mais c'est correct. Ben, en même temps, c'est peut-être l'état d'âme, le meilleur état d'âme pour ce soir. Non, je pense pas. Mais ce soir, donc, on est vendredi matin. C'est un événement. C'est un événement? Ben, c'est un coup d'éclat médiatique. Là. Oui, c'est sûr que c'est un événement. Ben d'abord, c'est parce qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. C'est pas nouveau. Là. Ces espèces de matchs de boxe entre des gens qui sont soit à la retraite, soit pas des boxeurs. Il n'y a pas eu Ocho Cinco, il y en a eu plein. Là. Des combats farfelus. Des combats, oui, c'est ça un peu. Puis apparemment, Premier ministre du Canada. Justin Trudeau contre le sénateur Brazo. Ah ouais? Ça avait probablement été le combat le plus regardé au Canada. S'ils avaient mis ça sur Netflix, là, il serait passé à la caisse. D'ailleurs, il devrait y en avoir régulièrement d'organisés comme ça sur la colline. À la Chambre des communes. Ouais. Ça a été bon. Il devrait régler l'élection comme ça, Justin contre Pierre Poilievre. Un 12 rounds. Alors, qu'est-ce que vous regarderiez plus, Tyson, Jake Paul ou Trudeau-Poilievre? Ben, j'avais regardé Trudeau-Poilievre. Je parlais du combat passé entre Trudeau et Brazo. Ouais. Mais écoute, je planifiais pas regarder Tyson ce soir. Je regarde jamais ces combats-là farfelus un peu. Puis... on a été invités à souper chez des amis ce soir qui vont le regarder avec leurs enfants. Fait qu'on va le regarder, mais ce qui est incroyable dans ce combat-là, c'est que c'est l'attraction principale d'une carte de boxe où il y a 3 championnats du monde en sous-carte. Alors, dans ça, il y a un combat qui oppose l'Irlandaise Cathy Taylor à la portoricaine Amanda Serrano. Prise 2, hein, je pense. Prise 2. Elles se sont battues au Madison Square Garden en 2022. Ça avait été le combat de l'année, toutes catégories confondues, masculin, féminin. Alors, il y a des grands combats de boxe et c'est Mike Tyson, 58 ans, contre Jake Paul. Qui retient l'attention. Qui est un influenceur qui retient l'attention. Je trouve ça un peu humiliant, c'est un peu triste. C'est le monde dans lequel on vit, Martin. C'est le monde dans lequel on vit. Ça dit quelque chose sur la popularité en baisse de la boxe. C'est devenu... Ça a toujours été reconnu comme étant le noble art. Je veux bien, mais quand tu regardes, ça baisse de popularité par rapport aux arts martiaux mixtes. Depuis 20 ans, il y a une corrélation directe. Fait que peut-être que tu as besoin à un moment donné de faire ce genre de coup publicitaire-là pour pouvoir s'assurer que tu attires l'attention vers des gars-là qui valent la peine d'être suivis autrement quand tu regardes le reste de la carte aussi. Mais je suis content, Martin, que tu insistes sur cette carte, sur cet affrontement-là entre les deux boxeuses, parce que Jacques-Alexis me disait avant qu'on enregistre que ça va également être les plus grosses bourses touchées par 2 femmes dans le ring de l'histoire. Puis le combat auquel tu faisais référence, c'était le record précédent. Ouais. Tyson va toucher 20 millions, lui, pour son combat. Puis Jake Paul, 40 millions. D'accord. C'est bogus. Mon commentaire, comme souvent, c'est bogus. Okay. Vas-tu le regarder, Marc-Antoine? Non. T'es pas invité à un souper où on va te forcer?
Non, pas du tout, mais je vais être forcé de faire à souper, par exemple. Comme à tous les soirs. OK, aujourd'hui, mesdames et messieurs, la pire équipe de la Ligue. 1000 points, qu'est-ce que ça donne? Et vente de feu à Pittsburgh, c'est tellement hockey, épisode 354. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs, content de vous retrouver. Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Salut les garçons. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'était tight, on était patients, nos intentions, puis ça fait... on se dirige dans cette direction-là. Là. Tu vas être, quand tu joues de même, tu vas être dans tous les matchs. C'est sûr, c'est plate. Pendant 4 minutes de punition, on l'avait quasiment tout tué. Mais non, je suis très encouragé par l'engagement des joueurs puis où c'est qu'on s'en va. Et Martin Saint-Louis, après un match, ça pourrait être celui de jeudi soir, ça pourrait être celui du début de l'année, un de l'an passé. Je devrais vous faire jouer à un moment donné, genre, est-ce que c'est... Devine le match. Est-ce que c'est... Non, on joue à devine le match. On pourrait jouer à ça, ça pourrait être un quiz. C'est maintenant le moment. Non, mais c'est Martin. Est-ce que c'est Martin Saint-Louis après le match de jeudi contre le Wild ou non? Oui, c'est bien, bel et bien, c'est du stock frais, soyez rassurés, on ne vous sert rien d'autre. Mais blague à part, on l'a entendu, c'est un peu du réchauffé, on l'a entendu souvent. Cela dit, et c'est peut-être moi qui ramollis, mais je suis d'accord. La fameuse phrase on a perdu, mais on n'a pas été battu. Oui. Ou si jamais, si on continue de jouer de la sorte, on va en gagner plus qu'on perd. Ça c'est un bon match. C'est un bon match du Canadien. Ouais. Alors, merci d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Sentiment partagé. Je pense que tout le monde se rend compte que le jello est pris, là, que cette équipe-là va vivre une saison qui sera semblable aux deux précédentes. Mais c'est vrai, hier, c'était un bon match de hockey. Puis tout le monde a bien joué. Même je regardais Arbor Xhekaj qui a joué du hockey inspiré défensivement. Tout le monde. Le Canadien a joué patiemment, essayé de limiter. Il jouait sur la route contre une équipe qui a une très bonne fiche, qui travaille fort. Et tout le monde s'est appliqué à jouer un vrai match de hockey serré. Et moi, je pense que c'est ce que le Canadien doit faire d'ici la fin de la saison. C'est ce sur quoi on doit mettre l'accent, essayer de donner une colonne vertébrale défensive à cette équipe-là, instaurer des habitudes et bâtir. C'est là-dessus qu'on va bâtir, qu'on va finir par avoir du succès éventuellement. La saison ne sera pas une saison gagnante, mais si on ne construit pas cet échafaudage-là, il n'y en aura pas de bon en avant puis d'être dans le mix éventuellement, peut-être la saison prochaine. C'est la base de tout. Et je pense que ce qui se passe là, cette année, résume un peu les conversations qu'on avait ensemble la saison dernière, à savoir que tu peux pas jouer avec le robinet dans la Ligue nationale de hockey puis dire, OK, là, au cours des 2 dernières saisons, on n'a pas trop coaché l'équipe, on a laissé aller les choses, la victoire n'était pas très importante, puis là, on va jouer avec le robinet puis on va être capable d'aller chercher plus de succès. Les choses ne se passent pas automatiquement comme ça. Mais donc, hier, un match bien exécuté par une jeune équipe, puis si on se concentre là-dessus, puis on laisse de côté les attentes de victoire, puis que tout le monde devienne fou collectivement parce que les victoires ne viennent pas. Il y en aura. Il faut arrêter là, et j'écoute sur les lignes ouvertes, ou sur les radios sportives ou sur les réseaux de télé spécialisés. Là, les analystes se demandent est-ce que finalement ils vont se mettre en marche? C'est le déclic, ils ont gagné un match, ils se mettront pas en marche. Là, ils vont pas arrêter. Là, il n'y aura pas de déclic. Ça va être, cette équipe-là n'est pas rendue là. Il n'y aura pas de mix, mais changeons le discours, changeons le paradigme un peu. Puis c'est ça que vous devez exécuter d'ici la fin de l'année le plus souvent possible.
puis les choses vont finir par bien se passer. Et ça, ce qu'on a vu hier, il y a eu quelques matchs la saison dernière, mais c'est sur ce clou-là qu'il faut taper répétitivement si cette équipe-là veut un jour aspirer à être meilleure. Oui, en fait, avant de penser à courir, il faut que tu apprennes à marcher. Puis je pense que hier, c'était, même malgré la défaite, peu importe le score, la façon de jouer, c'est un pas en avant. Oui. Puis là, ça fait 2 matchs de suite où le Canadien fait un pas en avant. Puis probablement qu'à l'intérieur de l'organisation, on vous dirait que si on regarde les 2 défaites précédentes contre le New Jersey puis Toronto, il y avait quelque chose d'encourageant là. Puis à quelque part, quand tu regardes par exemple les indicateurs de possession de rondelles puis les tentatives de tir, en fait, ça fait 4 matchs de suite où le Canadien est à 50% ou plus. Alors que dans les 13 premiers matchs, seulement 3 fois ça s'était produit où vous avez été au-delà de 50%. Là, ils viennent de le faire dans 4 matchs de suite. Fait que tu sens que finalement, il y a quelque chose au niveau de la gestion de la rondelle qui va mieux. C'est sûr que les lancers ne sont pas au rendez-vous. Martin Saint-Louis parlait il n'y a pas si longtemps qu'il voulait voir davantage de volume. Le Canadien a de la difficulté à toucher le filet avec régularité. Hier soir, 19 lancés seulement. Mais regarde, on va regarder les choses une à la fois. Depuis le début de la saison, c'est le nombre de chances de marquer dangereuses qui concédait à l'adversaire, la désorganisation en zone défensive. On le voit, là, toute cette facette-là du jeu est tranquillement en train de se corriger. Fait qu'ils fassent les choses qu'ils ont besoin de faire là, pour devenir une bonne équipe, puis laissons de côté la fiche victoire-défaite parce que ça devient tout à fait impertinent de focaliser là-dessus. Oh, ouais. Ce qui n'empêche pas d'essayer de tirer le maximum de jus de l'équipe, d'y aller pour d'essayer d'aller chercher des victoires. Et moi, il y a un truc sur lequel, dans mes premières chroniques de la saison, un truc sur lequel je disais que j'allais me concentrer beaucoup, c'est voir qui allait faire circuler la rondelle, à qui on allait donner des responsabilités pour piloter l'avantage numérique du Canadien, pour être le quart arrière. Puis bon, durant les 3 premières semaines du calendrier, Lane Hutson a joué un avantage numérique et tout ça. Puis Mike Matheson avait... L'avantage numérique était plus efficace avec Mike Matheson. Mais depuis 3 semaines, on s'entend, Lane Hutson il a pris énormément d'assurance sur l'avantage numérique. Et par tranche de 60 minutes, le Canadien marque depuis 3 semaines 11,5 buts quand Lane Hutson est sur la patinoire. Et quand Mike Matheson est là, c'est 5 buts, 5,12 buts. Donc, c'est plus que le double de buts marqués quand Lane Hutson est là. Et hier, en avantage numérique, Lane Hutson a joué 1 minute 40, je pense, en avantage numérique, puis Mike Matheson a joué 4 minutes et quelques. Et en tout cas, je comprends qu'il y a un vétéran qui est là, je comprends qu'il faut... Mais... Si on veut développer une culture d'excellence aussi, puis je comprends que c'est une recrue qui est là, Lane Hutson et tout ça, mais il y en a un qui n'a jamais été un quart arrière d'avantage numérique dans la Ligue nationale, Mike Matheson. Il y a eu une bonne saison la saison dernière, je reconnais ça, mais si l'avenir, c'est Lane Hutson, si Lane Hutson est plus efficace et que tu es dans un match serré sur la route contre une bonne équipe et que le match est 1-0 jusqu'à assez tard dans la rencontre, tu as besoin, je comprends pas pourquoi. Non, puis ils ont laissé du temps. T'sais, moi, je suis d'accord avec ça. Tu as un gars qui est là, qui est un vétéran, qui a fait un travail formidable l'an passé. Tu le remplaces pas à la première occasion. Mais là, la première occasion, ça fait longtemps. Là, on est rendu à la 17e occasion et c'est étonnant. Et ça recoupe un concept avec lequel tu nous as... sur lequel tu es revenu l'an passé, mais encore récemment, Martin, tu devriez manger ce que vous tuez. Oui. Et Marc-Antoine, je te laisse la parole, mais là, on a un exemple d'un... ça n'a pas tant rapport avec le statut du joueur. Là, on a un exemple d'un jeune. Parenthèse, là, hier, Hutson, il était écœurant. Non, mais il a été très au début de l'année, j'étais comme, on va parler de Lane Hutson toute l'année, puis on n'en a pas vraiment reparlé, mais il est très bon depuis le début de l'année. C'est le meilleur joueur. Hier, là, c'était comme... c'était vraiment impressionnant. Fin de la parenthèse, vous pourrez rebondir. C'était senti, j'aime ça. Ah ouais, non, mais je regardais le match, puis je me disais, c'est un sujet à côté duquel on passe, là, parce qu'on n'en a pas tant parlé, mais c'est remarquable ce qu'il réussit à faire à son âge, dans ces conditions-là.
c'est remarquable. Mais je disais donc, là, on a un jeune qui devrait prendre la place d'un vieux et parallèlement, tu sais, il est permis de se demander si... Mais il n'est pas permis de se demander, on l'a fait. T'sais, on a donné beaucoup de place à des jeunes qui n'étaient pas prêts. J'entendais encore Kent Hughes dire, c'était en marge de la rencontre des DG, oui, on pourrait peut-être aller chercher un vétéran, mais en même temps, si c'est pour prendre la place d'un jeune, comment pour prendre la place d'un jeune? Hein? Pourquoi? Est-ce que on n'a pas de club école? Si on amène un vétéran, ce joueur-là, il s'en va chez lui. Tu sais, ça va être ça, mon nouveau... mes 3 gardiens cette année, là, ça va être ça. La place est là, que celui qui est le meilleur, puis ça recoupe le « you eat what you kill », que celui qui est le meilleur la prenne. On devrait pas commencer à penser à la place d'un jeune. On est dans des supra-hypothèses. Là. Alors, je te laisse avec ça, Marc-Antoine. Ben, moi, je veux prendre la balle au bon concernant Lane Hutson puis sa place en supériorité numérique. C'est vrai qu'il est dû pour passer sur la première unité. La deuxième est beaucoup plus efficace que la première, et il a son grand mot à dire là-dessus. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est le seul maître d'œuvre de ça, parce que j'ai l'impression qu'un gars comme Alex Newhook est également efficace dans cette deuxième unité-là. Mais là, si on est pour faire... Il y a plusieurs volets à ça, mais si on est pour amener Lane Hutson sur la première unité, est-ce que c'est nécessairement Mike Matheson qui doit y copier? Peut-être qu'ils peuvent retourner à une formule, la vieille formule traditionnelle de défenseur sur la première unité. Ah ouais. Parce qu'il y a Kirby Dach aussi qui pourrait sauter son tour en supériorité numérique, puis ce serait pas la fin du monde. Mais mettons qu'on veut le garder là, parce qu'on veut le relancer, etc. Hutson, ce serait intéressant qu'il puisse venir contribuer à la première unité, parce que avant de penser à avoir 2 unités qui sont dangereuses, assure-toi que ta première fonctionne, puis assure-toi aussi que, on dit souvent que l'avantage numérique, c'est une situation de jeu où tes meilleurs joueurs peuvent aller chercher de la confiance, puis après ça, la transposer à forces égales. Mais là, Hutson pourrait contribuer à apporter du succès à cette première unité-là et faire en sorte que les Slavkovski, les Dach, etc., puissent aller prendre un maximum de confiance à cause, finalement, des points qu'ils iraient chercher en avantage numérique. Donc, Hutson aurait cette utilité-là. Et tout à l'heure, tu as mentionné au passage le nom d'Arbor Xhekaj. Lui, ça fait plusieurs jours, je dirais presque 2 semaines, où là, son niveau de jeu, même dans une utilisation très limitée, son niveau de jeu a vraiment augmenté, puis il est devenu plus fiable. Puis ça a coïncidé finalement, là, je parle des 4 derniers matchs où le Canadien a resserré sa défensive. Lui, il est partie prenante de ça. Si le Canadien est pour mettre Hutson en avantage numérique, ça risque de monter son temps d'utilisation. Puis on a déjà ici, à ces micros, levé un drapeau rouge, ou du moins un drapeau jaune, pour éviter finalement qu'il y ait une exagération de son temps de match. Alors, s'il n'est pas capable d'en prendre plus au total, ben donnez-lui-en plus. Je pense que j'ai pas mis mon Z à la bonne place, mais c'est pas grave. Donnez-lui-en un. Oui, c'est ça. Donnez-en lui. Donnez-lui plus de temps en supériorité numérique, mais peut-être ce serait le temps d'essayer de donner plus de temps à forces égales à la troisième paire. Ouais. Parce que je trouve Struble aussi joue plutôt... Oui, sauf que là, de la manière dont on l'a entendu dans l'extrait, Martin Saint-Louis l'a directement blâmé pour la pénalité de 4 minutes, puis il a insisté là-dessus 3 fois plutôt qu'une dans son point de presse d'après-match. À mon avis... J'ai pas vu de sang. Non? Non, ben oui. Forcément, il y en avait plus que ça a été un 4 minutes. Mais en tout cas, on dirait que ça sent le prétexte qu'il cherchait pour envoyer Barron dans la mêlée samedi soir. Mais le troisième duo, s'il est plus efficace et plus digne de confiance qu'il ne l'était auparavant, ben l'occasion serait la bienvenue de dire OK, ben on réduit le temps d'Hutson à forces égales parce qu'on peut se tourner davantage vers ce duo-là. Mais en contrepartie, on lui donne plus de temps en supériorité numérique. Depuis Matheson ne joue pas comme un défenseur qui devrait jouer 28 minutes par match. Non. Dans ce grand ordre des choses. Quoi qu'il a pas mal joué hier. Non. Mais tu regardes un avantage numérique piloté par Mike Matheson et un par Lane Hutson.
2 univers complètement différents. Là. Et là, les chiffres commencent à être pas mal décisifs en faveur d'un par rapport à l'autre. Non, puis, on parle souvent de l'importance de la stabilité. Moi, on demandait là, en début de saison, là, on se disait, bon, ben, on pourrait peut-être changer les trios un peu. Là, on trouvait qu'il ne se passait pas grand-chose. Puis Martin Saint-Louis a pris son temps avant de le faire. Puis je me disais, c'est la bonne chose à faire, probablement, d'être patient un peu. Là, c'est un peu la même chose avec Matheson sur l'avantage numérique. Je pense qu'il mérite cette patience. Il méritait cette patience-là. Mais là, on arrive tranquillement à un moment où est-ce que... C'est ça. Mais c'était inéluctable. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné. Puis dans un paquet d'autres scénarios, ça ferait longtemps que ce serait fait. Dans d'autres équipes, dans d'autres circonstances, je pense qu'il y a longtemps que ça serait fait. Est-ce que ça vous a fait tiquer, ça, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, Kent Hughes qui disait, non pas que je demande, non pas que je veux qu'on discute là, de possibles solutions, là, mais moi, cette idée-là, ça m'effraie de dire... et là, comme tu disais, Martin, cette équipe-là risque de finir encore en fond de classement. On va arriver déjà là, dans 2 semaines. Je pense qu'on va commencer à parler de ceux qui vont être échangés à date limite des transactions pour accumuler des choix. Ça m'inquiète un peu. Là, on va commencer à surveiller les joueurs de top 5 au repêchage. C'est ça, exactement. Ben ça c'est parallèle. Là, mais... Commencer à actionner le boulier de temps en temps pour dire... la simulation. Oui. Hey, je l'ai fait 3 fois, Martin, mais 2 fois, on l'appelle le premier. Non, mais... Là, si, mettons, David Savard est échangé, ou même Madison, ou... c'est ça, là, pour faire de la place à un jeune, ou pour pas enlever de la place à un jeune, on n'est pas déjà... Ne constatons-nous pas déjà qu'on a peut-être fait trop de place aux jeunes? Ben, écoute, c'est partie prenante d'une reconstruction. Faire de la place aux jeunes... Puis je sais qu'on va y parler. Oui. Il y a toujours de la place. T'as un club école pour ça, je veux dire, je sais pas. En fait, mais écoute, c'est bien ancré dans la philosophie de cette organisation-là de dire qu'on ne veut pas entraver le développement des jeunes joueurs en mettant au travers de leur route un joueur d'expérience qui serait là à court terme. Alors là, dans le fond, pour moi, ça relève du gros bon sens de dire qu'à court terme, pour cette année, quel est l'intérêt d'aller chercher du renfort, peu importe l'âge du gars. Non, mais je parlais pas de ça. Là, mais vas-y, excuse-moi. Ouais. Mais d'aller chercher, par exemple, un joueur qui pourrait... Ben oui, c'est de ça que tu parlais, parce que tu mentionnais que... C'est conceptuel. Oui, mais c'est parce que tu disais que c'était dans le contexte de la rencontre des directeurs généraux. La réponse de Hughes, c'était à l'effet, est-ce que vous allez aller chercher des renforts? Alors, les renforts, c'est pas pour dans 4 ans, c'est pour cette année. Alors, on verra l'année prochaine. Si le Canadien devait perdre des services, devait échanger Savard et d'autres joueurs, j'ose croire qu'ils iraient chercher de l'expérience autrement. Parce que ça, c'est clair que l'équipe ne peut pas être plus jeune qu'elle l'est déjà. Mais pour cette année, il y a aussi tout le concept de... en bas, à Laval, il y a des joueurs qui sont bons. Puis si toi, tu ne l'es pas assez, ben, il y en a d'autres qui cognent à la porte qui peuvent prendre ta place. Fait que là, la domination de Logan Mailloux au plan offensif avec le Rocket, c'est parfait. Ça exerce une pression auprès des jeunes défenseurs. Puis s'il y en a un qui fléchit, ben, Mailloux, lui, attend son tour pour avoir un autre essai. Fait que ça, c'est très sain, je trouve. Et si tu veux pas gâcher le développement de tout le monde, il faut que tu donnes les moyens à cette équipe-là de rester dans la zone, comme disent les experts, de délicieuse incertitude. Il faut que tu sois capable de jouer des matchs serrés le plus souvent possible. Parce qu'il n'y a aucun développement. Là. Je regardais le Canadien, ça en va sur le rythme présentement d'une saison un différentiel de moins 116. Là, c'est un des 5 pires différentiels des 20 dernières années dans la Ligue nationale. Là, on voit qu'il y a une correction qui est en train de s'opérer, mais c'est ça pourquoi je disais au début de notre discussion que des matchs comme celui qu'on a vu contre Minnesota, il faut que ça se répète le plus souvent possible. C'est en jouant des matchs serrés, en étant dans le coup, que tu fais des apprentissages. Si tu es largué par 4 ou 5 buts, il n'y a personne qui se développe. Il n'y a personne qui peut se développer dans ce genre de contexte-là. Et donc, pour ça, il faut garder des vétérans dans l'alignement. C'est très, très important. Je suis dans mon pick-up, sur la longue route. Y'a personne qui m'aime, puis j'ai perdu tout. Même mon chien veut plus me parler. Heureux
sortie publique, réseaux sociaux. C'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Jack? Juste les paroles? OK, c'est qui chante? C'est l'intelligence artificielle qui chante. Là, j'ai une conversation avec Jack. Jack a intervenu. Il y a l'intelligence, c'est quoi le contraire? Réelle de Jack. Réelle aussi. On peut tout mettre entre guillemets. Et l'intelligence artificielle. Bon travail, les gars. Ouais. C'est bon, je l'avais pas entendu. Tu l'avais pas entendu, non, Non, Martin? non. Beau travail, intelligence artificielle. Et Jack, on a demandé... On n'a plus besoin de personne, finalement. On a tout ce qu'il nous faut. Via Ce serait oui. le fun de faire un balado par l'intelligence artificielle. Ouais. Ben bientôt, là. Qu'est-ce qu'il pourrait trouver comme Si explication? la saison continue d'aller comme ça, ouais, on va le laisser. On ira à la brasserie et on resterait l'intelligence artificielle. Je suis sûr que l'intelligence artificielle est au courant de ce qui se passe dans Rocky IV. Je me suis... on m'a dit... moi, je les ai aimés, les analogies. Oui, moi aussi, j'ai lu les commentaires. on m'a Les dit gens, ça. finalement, étaient... Ah non, sont dans ton coin. On m'a dit ça dans la rue, là. Dans la rue. Ah oui, Dans le réel. oui. Ouais. Vous irez écouter l'épisode de mardi si vous avez aucune idée de ce dont on parle. On vous a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, parce que là, il faut bien changer les idées et essayer d'être de bonne humeur un peu. Et justement, mardi, j'ai demandé aux gars, vite, faites-moi un top 5 des meilleurs joueurs du Canadien depuis le début de la saison. Je voulais les prendre à court. Puis c'est facile, hein? J'ai Gascon qui a dit ça, c'est facile. Et rendu au 5e, Marc-Antoine a dit, c'est Cole Caulfield, c'est le meilleur marqueur de la Ligue. Puis on était tous un peu, comme un peu comme dans l'ambivalence. D'ailleurs, n'ai-je pas entendu pendant le reportage hier qu'il serait même pas, c'est pas Pierre Lebrun qui a dit qu'il serait même pas sur la liste préliminaire là, pour l'équipe américaine. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il ne serait pas, si la liste devait être rendue aujourd'hui, il ne ferait pas partie de la liste des 23. Alors, il est encore un candidat, mais c'est pas si surprenant que ça. C'est ça. Mais c'est le meilleur marqueur de la Ligue. Puis on l'a pas mis dans notre top 5. Vous l'avez pas mis dans votre top 5 d'emblée. Moi, je l'ai mis. Oui, mais un peu avec Non. un astérix. Il y avait un astérix. Tu iras lire le balado. D'accord. Il y avait un astérix. Ouais. Non, mais cette hésitation-là que tu avais ne traduit-elle pas sur l'hésitation que Bill Guérin a à l'inclure dans l'équipe? Oui, mais il y a aussi le fait que c'est dans le contexte des rôles qu'il cherche à remplir au sein de son équipe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs unidimensionnels sur les équipes nationales des États-Unis. Un gars qui est une gâchette, une dégaine en supériorité numérique, cette équipe-là n'en manque pas. Alors, si tu dis, c'est pas le rôle qu'on donnerait à Cole Caulfield parce qu'on a déjà tel joueur, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? À partir du moment où tu cherches une réponse à cette question-là, tu réalises qu'il y a d'autres candidats qui deviennent intéressants. Là. Bon, alors, on voulait être positif. Il pourrait peut-être être gardien pour le Canada. On aurait besoin. Il faudrait qu'il soit 2, parce que... En tout cas. On a demandé donc, d'après vous, à combien s'arrêtera le compteur? À combien de buts s'arrêtera Cole Caulfield? C'est pas pire, ça. 40-45, dit Pierre-Luc sur le book. 70, dit Kekai. Un de plus que les 69 de Matthews l'année passée. Donc, c'est pas une blague. C'est une prédiction sérieuse. Toujours sur le book, Marc, si on le laisse aller 40 et plus, je dirais 52, dit Lise. Au moins 42, dit Miville. Ça, c'est toujours sur Facebook. Sur Twitter, on n'a pas posé la question sur Blue Sky. Ça nous prendrait un compte sur Blue Sky. Faudrait, parce que ce rythme-là, il restera. Tout le monde est parti cette semaine. On sera plus sur X. Avez-vous activé vos comptes Blue Sky, les gars? Moi, j'ai un compte sur Threads. Il là. Ferme ça. Puis, je Tu y penses? pense que je vais suivre mes amis. Tout le monde a fait ça cette semaine. Ouais, As-tu activé un compte Blue Sky? Oui. Bon, c'est quoi ta poignée? 1 million, je sais pas. Emma Godin, c'est comme partout. Là. C'est pas compliqué. Non, c'est ça. Sauf qu'ils ont été 1 million en une journée. Quelque chose comme ça. Ouais. Non, puis sur Twitter, cette semaine, c'est juste ça. Là. C'est mon dernier commentaire ici. Suivez-moi sur Blue Sky. Je fais, OK. On pourra épiloguer là-dessus une fois l'enregistrement terminé. Comme dirait René Le Cavalier, on y reviendra. c'est ça. Sur Twitter, A-Rob3645 dit de 4 fringants.
22 avant l'infirmerie, dit Guillaume Turcotte. Ça, c'est quelqu'un qui a pris la peine d'y penser un peu plus. Puis sinon, 75, dit Gabriella, sur le Gram. À combien s'arrêtera Cole Caulfield, messieurs? Écoute, l'année dernière, il a joué 82 matchs. Fait que je comprends le souci au niveau de ses blessures, mais il a quand même... N'ayant pas raté un seul match la saison dernière, je pense qu'on peut quand même laisser ça de côté un petit peu. Évidemment, il va y avoir une régression vers la normale à 27,9 de taux de conversion de ses lancers. C'est très haut. Tu ne peux pas espérer garder ça sur une saison complète. Mais à l'inverse, l'année dernière, il a marqué 28 buts en 82 matchs. Son taux de succès sur les lancers était de 8,9, ce qui est bas. Trop bas pour ce à quoi il va nous il va nous habituer dans la Ligue nationale. Fait que si tu coupes la poire en deux un petit peu, là, 40 est envisageable. Je pense que 40, c'est tout à fait envisageable. Ouais. Parce que ce qui a fait la différence, ce qu'on remarque jusqu'à maintenant cette année par rapport aux autres années, c'est que il est beaucoup plus productif en avantage numérique qu'il ne l'était autrefois. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il y a certaines personnes qui percevaient Cole Caulfield comme étant un futur spécialiste de l'avantage numérique. Mais finalement, ça ne s'est pas vraiment avéré. Sauf cette année, jusqu'à maintenant, avec l'avantage d'un homme, c'est extrêmement payant. Déjà 6 buts. L'année dernière, il y en a eu 9 dans toute l'année à 5 contre 4. Là, il y en a déjà 6. Fait que je pense que ça peut vraiment aider sa fiche personnelle s'il peut continuer à capitaliser sur ces chances-là. Fait que 40, ça me semble tout à fait atteignable. Bon, ça sera toujours ça. Hein, ça va nous faire quelque chose de... ça va faire changement. De Guilleret. Guilleret, voilà, merci. Il y a une belle fiche, ce qu'on surnomme une fiche Cy Young en ce moment-là. 12 victoires, une défaite, 12 buts, une passe. Est-ce que ça a déjà été vu, la remise du Cy Young à un joueur de hockey? Non, parce que c'est rarement considéré comme étant un objet de flatterie. Okay. Parce que ça... Je comprends. Non, je viens de comprendre. Ouais, c'est ça. Idéalement, il faudrait que tu aies un peu plus de défaites. Tu joues 500. Ouais, c'est ça. Je dis quelques défaites. Je viens de comprendre. Même avec une fiche perdante, c'est très bon. Oui, c'est ça. Connor McDavid. À chaque année, il gagnera jamais le Cy Young. Largement. Adam Oates. Beaucoup de difficultés, beaucoup de défaites. Les défaites l'ont amené au temple de la renommée. Bon, ben justement, c'est une transition qui se fait tout seul. Je pense pas que l'intelligence artificielle y serait arrivée aussi aisément parce que c'était hier. Les 1000 points, c'était sur le radar. Les 1000 points de Connor McDavid. Ça y aura pris 659 matchs. Je sais pas ce qu'il faisait. C'est quoi? C'est le cinquième plus rapide? Quatrième plus rapide de l'histoire. Gretzky, le mieux et Mike Bossy. Ouais, moi, j'ai eu la même réaction que toi. J'ai-tu une réaction? Non, mais... des noms? Non, mais... C'est quoi ma réaction? Mais t'as dit, hey, Mike Bossy. OK, d'accord. Ben, je fais, bravo, Mike Bossy. Je suis peut-être un peu... toi qui es notre vétéran confrère. J'ai comme l'impression... il faut quand même l'assumer, là. Un peu plus jeune. J'ai comme l'impression que, tu sais, Mike Bossy, j'ai grandi en le regardant jouer, puis en le regardant le blesser aussi au dos beaucoup. Mais... j'ai comme l'impression qu'il est, malgré tout l'aura qu'il aura eu de marqueur exceptionnel, il n'y a pas tout le respect. Il n'y a pas tout le respect qui lui est dû. Exactement. Puis on pourrait pratiquement dire, pour rester à la même époque, on pourrait presque dire la même chose de Peter Stastny également. Oui. Écoute, Bossy, c'était un joueur exceptionnel. Une carrière beaucoup trop courte. S'il avait joué 15 ans... il serait probable. Comme les autres, c'est ça. S'il n'avait pas eu ces problèmes au dos, là, son palmarès serait incroyable. Et son record de 9 saisons consécutives de 60 buts. De 50 buts et plus. Oui, c'est ça. Écoute, il n'y a aucun autre être humain qui a fait ça dans la Ligue nationale et je ne sais pas si ça va être refait un jour. Là. C'est un record à la Joe DiMaggio, là, les 56 matchs de suite avec au moins un coup sûr. C'est extrêmement difficile de faire ça. Je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine. Je pense qu'il y a pas, dans l'histoire du hockey, je pense pas qu'il y ait tout le respect du Mike Bossy. Non, puis c'est ça que j'essayais d'exprimer là, dans une espèce de surprise de voir son nom là.
Voilà, une autre tentative d'exprimer quelque chose qui tombe à plat. Non, Non, c'est correct, c'est correct. Je vais te faire un câlin. Est-ce que McDavid, lui, on l'apprécie à sa juste valeur? On l'apprécie, là. C'est le meilleur joueur de la Ligue. Mais est-ce qu'on... Oui. Tu sais, avec l'époque aussi, je sais pas, d'atteindre ce plateau-là, à cette vitesse-là, on va beaucoup parler des chances d'Ovechkin de rattraper et même supplanter Gretzky pour les buts marqués en carrière. Mais parallèlement à ça, avec l'époque, là, considérant avec l'époque, le raffinement des systèmes défensifs et du travail des gardiens de but, c'est extrêmement difficile ce qu'il a réussi à accomplir. Absolument. Il se marque à peu près 50 moins de buts. Il se marque 3,1 buts en moyenne à peu près depuis quelques années. Une équipe marque en moyenne 3,1 buts par match. Et depuis le début de la carrière de McDavid, il y a eu plusieurs saisons où c'était en bas de 3 buts par match en moyenne par une équipe. Ouais. Et dans les années 80-90, durant lesquelles Gretzky, Lemieux et Bossy ont joué, c'était du 4,5 buts par match et 5 buts par match. Les gardiens étaient plus permissifs, les systèmes de jeu plus ouverts. C'est une force de la nature incroyable. Connor McDavid. Puis je pense qu'on en avait parlé l'année dernière. Ce qui le différencie de ses contemporains, c'est sa capacité de fournir des passes décisives sur des buts. J'avais fait la recherche l'année passée. Là, c'est plus rare dans la Ligue nationale un gars qui réussit 50 passes décisives dans une saison qu'un marqueur de 50 buts. Et McDavid l'a fait dans 4 fois au cours des 4 dernières saisons. Là, il n'y a aucun le joueur qui est le plus près de lui, c'est Kucherov qui l'a fait 2 fois. Et beaucoup de grands joueurs l'ont fait une seule fois, là, comme Crosby, etc. On parle de grosses pointures. Et en début de saison, les Oilers allaient très mal. Et McDavid n'avait pas beaucoup de passes décisives. Puis là, ils se remettent en marche tranquillement. Puis le but hier, son 1001e point, c'était une passe décisive en surtemps, si ma mémoire est bonne. Mais donc, c'est ça, c'est absolument hors norme ce qu'il a réussi là, de faire 1000 points en si peu de temps à une époque où c'est si difficile de marquer des buts. Ben oui, assurément. Le McDavid et les Oilers seront à Montréal lundi soir. Je me demande de quoi on va parler. C'est ça. Non, c'est le fun. Puis écoute, là, en plus, il était très heureux parce que son 1000e point, il l'a eu sur un but sur lequel Leon Draisaitl et Darnell Nurse ont eu des mentions d'aide. Puis ces 3 gars-là, ils ont grandi dans l'organisation des Oilers. Ils ont fait partie... Ils ont été des choix de première ronde qui ont finalement amené les Oilers un peu à la terre promise. Là. Et ils sont très, très proches, ces 3 gars-là. Donc, c'est un petit peu... Sans comparer ça nécessairement à Crosby, Malkin et Christopher Le Temps, il y a un petit peu de cet esprit-là. Oui, mais c'est parce que je ne mettrais pas Darnell Nurse dans la catégorie si tu prends Christopher les Le Temps. salaires, ça marche. Mais oui. Si tu prends le chiffre que tu prends, c'est le salaire, ça marche. Mais au niveau du fait que c'est le noyau dur de cette équipe-là en termes de leadership, puis bon, c'est ça. Donc, il y avait une belle symbolique dans le fait que Draisaitl et Nurse soient ceux qui aient préparé ce but-là pour McDavid. Puis je pense que lui-même a aimé la symbolique. Ben oui. Ouais. Non, c'est ça. C'est pas le genre de gars assez penché, mais on a senti qu'il était. C'était pas comme ses autres exploits. C'était pas comme ses exploits habituels. C'était un exploit un peu plus exceptionnel. Juste un mot sur... j'en parlais avant qu'on commence l'enregistrement, parce que je ne voulais pas oublier, c'est arrivé il y a quelques jours maintenant, mais j'ai été surpris de... est-ce que les Pingouins sont déjà vendeurs? C'est un peu ça ma question. J'ai été surpris du timing. On a envoyé Lars Eller de retour avec les Capitals de Washington. Pourquoi? C'est un choix de 2... Un choix de 3e ronde et un choix de 5e ronde. Ouais. Donc, c'est assez surprenant. Puis je pense que le choix de 3e ronde, même, il est quand même assez tardif. Là. C'est un choix de 2027. Alors, c'est pas pour demain. Où en seront les Pingouins en 2027? Mais c'est ça qui le rend intéressant, par exemple. OK. Mais là, c'est un choix de 5e ronde.
Non, le choix Le de troisième troisième c'est en ronde. 2027, OK. C'est ça. Alors, rendu en 2027, tout le monde a une bonne idée où les Pingouins vont être rendus. Ouais, c'est ça. Fait que ça le rend attrayant. Mais cela étant dit, l'année dernière, au mois de mars 2023, les Capitals de Washington l'avaient échangé à l'Avalanche du Colorado contre un choix de deuxième tour. Il a déjà été également... Heller, ça. Heller. Ouais. Alors là, c'est sûr qu'il a vieilli, mais c'est quand même un joueur de rôle qui est encore tout Un à fait... gros joueur de centre. C'est quand même ouais. c'est encore un joueur très utile. Et j'ai tendance à croire que si les Pingouins avaient attendu plus longtemps, ils auraient eu davantage pour ces services. Alors, justement, ton interrogation est bonne à savoir, ben là, pourquoi une telle précipitation? Puis c'est sûr que c'est difficile de voir ça autrement que les Pingouins qui envoient le message qu'eux aussi ils vont se tourner vers la jeunesse, qu'ils en ont assez, dans la mesure du possible, d'avoir des vétérans qui entravent le développement de leurs jeunes. Le message que Kyle Dubas a envoyé, c'est que justement, il voulait donner la chance à des jeunes de son organisation de se faire valoir. Mais en termes de gestion des actifs, moi, je me serais attendu à ce que l'Arcelor puisse rapporter davantage aux Pingouins. Moi, là, que ça passionne, là, l'accumulation de choix. Là. Même moi, je me suis dit ça, il me semble, attends, au mois de mars, ça va... Et j'ai trouvé ça intéressant que dans le communiqué annonçant la transaction, les Pingouins insèrent 3 tableaux disant voici combien on a maintenant de choix en 2025, en 2026, en 2027. Ils ont déjà 29 choix d'accumuler et sans doute, il y en a d'autres qui vont s'ajouter à ça. Là. Alors que c'est une équipe qui avait eu, je pense, 3 choix de premier tour dans les 10 années, dans les 10 dernières années. Ils avaient multiplié les transactions pour essayer de s'améliorer en série puis pour essayer de regarnir leur alignement. Donc, 14 choix dans les 3 premiers tours au cours des 3 prochaines années. Puis je pense que les vannes vont s'ouvrir. Là. Il va falloir qu'ils laissent partir des joueurs, mais ils sont un peu dans une camisole de force. Là. Tu regardes ça. Malkin a 38 ans, Crosby a 37, Le Temps a 37 ans, Carlson a 34 ans, Acciari a 32 ans, Brian Rust 32 ans, Kevin Hayes 32 ans. Non, mais si tu veux dégager une marge de manœuvre, là, ce sont tous des contrats qui sont assez difficiles à déplacer. Là. Le défenseur Marcus Pettersson, par exemple, va leur rapporter un beau pactole à la date limite des transactions. C'est un gars qui va être en demande. Très en demande. Ouais. Est-ce que c'est un droitier? Malheureusement, c'est un gaucher. Mais c'est quoi? Si le Canadien accepte de faire son lit avec Kaden Guhle du côté droit, peut-être que ça pourrait être un candidat intéressant. C'est un gars qui a 28 ans, qui joue des minutes très difficiles avec les Pingouins depuis longtemps. Ça a été un de leurs défenseurs les plus fiables au fil des années. Il m'apparaît un candidat potentiel, moi, pour l'été prochain. Au-delà de ça, là, pensez-vous que ça sonne ça sonne le glas? Genre, on va voir, Crosby va jouer. Crosby finira pas sa carrière à Pittsburgh. Si on se met à échanger des bons joueurs puis à reconstruire, je peux pas croire. Moi, je pense que ce serait un crime contre le hockey. Ce serait une insulte aux dieux du hockey de laisser... Si on se met à échanger des vétérans, que Crosby reste là, ça veut dire que on aurait assisté au dernier match de Sidney Crosby en séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Ouais. Ce qui est très difficile à comprendre et à envisager et qu'un joueur aussi compétitif que ça accepte une situation comme celle-là. Tu sais, à un moment donné, je comprends qu'il est très attaché à l'organisation puis que c'est très prestigieux de passer toute sa carrière dans la même organisation, mais il y a aussi ta carrière personnelle, je pense, qui compte, qui donne un sens à la carrière d'un compétiteur comme ça, c'est de connaître du succès. Et quand l'équipe est rendue à cette phase inévitable-là, pourquoi s'obstiner? Fait que j'ai hâte de voir. Il a certainement évaluer ou pondérer cette possibilité-là avant de signer sa prolongation de contrat. Moi, je pense que son contrat le rend très échangeable, je trouve. Oui, mais ça demeure quand même que sa volonté d'être à Pittsburgh pour y rester, il devait bien savoir aussi que les Pingouins s'en allaient dans cette direction-là. Je veux dire,
Non, mais peut-être qu'on s'est dit, on essaye. Puis là, ben, ils ont essayé. Puis ils ont déjà... C'est ça aussi, je parlais de timing. Ben écoute, Ils ont, moi, je ils veux ont pas... peut-être déjà décidé que c'était fini. Ben, tu vois, c'est les Capitals qui sont allés chercher leur salaire. Puis les Capitals, il n'y a pas si longtemps, on les croyait rendus à la croisée des chemins et prêts à une reconstruction. Puis la direction s'est assez bien sortie d'impasse parce qu'ils avaient eux aussi une équipe vieillissante. Puis c'est sûr que, bon, là, ils ont gardé les services d'Ovechkin, mais tu sais, Backstrom s'est blessé, TJ Oshie s'est blessé, mais ils ont fait plusieurs transactions qui finalement, dans certains cas, ils n'allaient pas participer aux séries éliminatoires, puis à la date limite des transactions, ils ont été acheteurs. Ouais. Puis finalement, ils ont opéré, dans l'espace d'1 an et demi, une intéressante reconstruction tu sais, là, ce que Marc Bergevin sur le fly. Ouais. Alors, je veux pas non plus complètement mettre de côté la possibilité que les Pingouins tentent quelque chose de ce genre-là. OK. Oui, parce que ça expliquerait, ou enfin, ça donnerait... tout ça deviendrait plus compréhensible. Ouais. Disons ça comme ça, par rapport au... Enfin, l'avenir de Sidney Crosby. Un sujet. Et le nombre de buts que marquera Cole Caulfield. C'est les deux sujets qui vont, à chaque semaine, qui vont nous intéresser. Puis Lane Hudson. Non, mais pour vrai, là, c'est quelque chose. Et c'est bizarre, mais pas bizarre, mais c'est tellement une infusion de talent pur. Comment ça que ça produit si peu de résultats? Non, c'est une très bonne question. Vous pouvez méditer là-dessus. Non, c'est le même alignement que la saison dernière, avec moins de blessés et avec l'ajout de Lane Hudson. C'est quand même extrêmement difficile. Je pense qu'il y a encore une découverte mutuelle entre Lane Hudson et ses coéquipiers pour que les joueurs aient un meilleur feeling de qu'est-ce qu'il entend faire dans une situation X, Y, Z. Puis il est très créatif, puis il est très fonceur. Mais des fois, c'est comme, OK, je vais aller faire telle affaire, puis ses coéquipiers ne sont pas toujours prêts pour le jeu suivant. Ouais. Alors, je pense qu'il y a une compréhension mutuelle qui doit encore... Un apprivoisement. Oui. On est là-dedans. Je pense qu'à un moment donné, ça va en espèces sonnantes et trébuchantes. Là, je pense qu'on va aller chercher plus de résultats. Mais pour l'instant, c'est encore un apprivoisement. Écoute, c'est son 2e mois dans la Ligue nationale. Bon, est-ce que tu sais ce que vous allez manger à ce souper ou on va te forcer à regarder un vieux monsieur se battre avec un YouTuber? Aucune idée. La décision n'est pas prise. Je sais pas. J'ai une journée, ça m'intéresse. L'autre journée, je trouve que c'est pas pertinent. Je sais pas. Je sais pas où est-ce que je vais. Plus, Marc-Antoine, il n'y a pas de... Non, mon intérêt... C'est réglé. Oui. C'est réglé. Faut dire que j'ai pas grand-chose à faire non plus vendredi soir. Là, fait que peut-être que... Ma préoccupation est davantage sur le fait que je voudrais m'acheter des billets pour le show de DJ Champion qui célèbre le 25e anniversaire de l'album Chill 'Em All. D'accord. Que j'avais vu à la sortie il y a bien longtemps de ça. 25 ans. Mais là, le show tombe un jeudi soir. Ah! Fait que là, problématique, c'est que là, je vais voir un show, mais là, moi, il faut que je voie le match du Canadien. Même si je le couvre pas, parce que là, sinon, j'arrive le vendredi matin et je serais pas préparé. Okay, tu l'enregistres et tu le regardes en revenant à la maison. Là, j'arrive là, vraiment cassé en deux, comme un Canadien dans South Park, là, finalement, là, avec la face cassée en deux. C'est ça. Alors, j'évalue mes options. Bon, peut-être, je lance l'idée, on pourrait tous les trois aller au spectacle. Ouais. Si tu veux, on s'assoira plus loin, là, c'est pour pas te faire honte. Il n'y a personne qui va être assis là, je t'annonce ça tout de suite. Ça part, hein? Je pars bien mal. Si tu viens pour t'asseoir, viens pas. Puis après ça, on ira dans un estaminet de qualité pour pouvoir on regarder leur le match. demandera de nous repasser la reprise, puis on vient enregistrer direct. On dort pas, on arrive direct dans le studio. Pensons à ça. J'aime ça. C'est pas une bonne idée, ça. On a eu des pires. Reste que c'est ça. Si ça continue comme ça, il va falloir être inventif pour se rendre jusqu'au mois d'avril. Mais j'ai confiance. J'ai très, très confiance en nous. Confiance en toi, Martin. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur, principal
au service des sports. Merci infiniment. C'était très agréable, messieurs. Et Marc-Antoine Godin, toi, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Ouais. Je pensais que tu venais de spotter quelque chose là, sur les internets. Ouais, Mais c'est pas pertinent. Non. Ok. Merci infiniment, Marc-Antoine. Je rappelle que Jacques-Alexis Bernardin est le grand Manitou derrière Tellement Hockey. Merci infiniment, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.